On vient de voir ensemble pourquoi et comment Donald Trump doit convaincre les Américains avant de passer à l'offensive en Iran. Un mot à présent de ce qui bloque. Pour en parler avec nous ce soir, Elisabeth Shepard-Selam, le colonel Pierre de Jong, Lucas Manger, merci à tous d'être là. Vous êtes aussi là, Claire Cambier, pour nous expliquer ce qui bloque encore et quels sont les freins pour Donald Trump, des freins pour le président américain qui assure avoir une préférence pour une résolution diplomatique, mais qui, on l'a vu hier, maintient ces menaces qui durent depuis plus d'un mois. Alors expliquez-nous d'abord pourquoi le président américain hésite. Oui, on va voir en détail. Tout d'abord, le président américain, il sait bien qu'en cas d'attaque, les Iraniens n'auront d'autre choix que de riposter. On le sait, les Iraniens ont en leur possession des missiles balistiques. Alors, on en parlait tout à l'heure sur le plateau. Les Américains ont pris le temps de déployer leur arsenal militaire, notamment de muscler la défense antiaérienne avec l'arrivée de systèmes antiaériens patriotes, de systèmes THAAD. Mais est-ce que cela sera suffisant? On ne le sait pas pour protéger toutes les bases, tous les biens américains dans la région. Deuxième limite, c'est la pression des alliés. La riposte ne se limitera pas aux cibles américaines. Les Iraniens devraient aussi s'en prendre aux alliés si les Israéliens y sont prêts. Ce n'est pas le cas des pays arabes comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Il y a des messages d'ailleurs qui ont été passés dernièrement au Conseil de la paix, le Board of Peace, des pays qui pourraient ne pas autoriser les Américains à utiliser par exemple leurs bases militaires ou encore à survoler leur territoire. Enfin, dernière raison, il y a un risque d'escalade dans la région. Facile de commencer une guerre, c'est toujours plus difficile de la terminer. On sait que les proxys iraniens, Houthis, Hezbollah, milices irakiennes et dans une moindre mesure le Hamas pourraient rentrer dans la danse. Les Américains, par le passé, ont connu des échecs, des guerres longues en Irak, en Afghanistan. Il n'est pas question de répéter ce scénario. Une guerre longue, ça pourrait aussi avoir des répercussions économiques au-delà du coût de la guerre. Les Iraniens menacent, vous le savez, de fermer le détroit d'Ormuz où passe 20% de la production pétrolière. On a aussi vu ces derniers jours, ces dernières heures, une certaine réticence de la part des militaires américains, notamment du commandement américain. Oui, on va le voir en image. Donald Kane, général 4 étoiles, c'est le conseiller numéro 1 du président militaire, le plus haut gradé, qui aurait alerté le président américain. Alors, on le présente vraiment comme l'homme qui murmure à l'oreille de Trump. Il a été nommé par le président lui-même il y a tout juste un an. C'est lui qui est l'architecte de l'opération Midnight Hammer en juin dernier contre l'Iran. C'est lui également qui a supervisé la capture de Nicolas Maduro au Venezuela. Et selon Axios, il aurait indiqué à Trump une campagne militaire. Ça risque de nous enliser dans un conflit prolongé. Nous pourrions perdre des hommes. Ce n'est pas le seul problème. Il souligne les stocks de munitions essentielles ont été considérablement réduits par la défense continue d'Israël et le soutien apporté à l'Ukraine. Ça, c'est des propos qui ont été rapportés par le Washington Post. Ça a été aussitôt démenti par Donald Trump, qui assure qu'il ne sait qu'une chose, c'est comment gagner. Voilà, et dernier frein qui se dessine aussi, c'est assez intéressant, dans l'entourage du président américain, il semblerait qu'il y ait deux clans qui s'opposent, ceux qui sont pour une intervention et ceux qui sont contre. Oui, alors dans le clan des pour, on retrouve le sénateur républicain Lindsey Graham. Lui appelle Donald Trump à ignorer complètement les appels à la retenue. Alors, on sait, il n'est pas vraiment connu pour avoir des positions très mesurées. Oui, c'est un peu notamment, le Medvedev de Washington. Voilà, on peut l'appeler comme ça. Il avait appelé notamment à assassiner Vladimir Poutine. Et puis, il y a évidemment la pression des Israéliens, notamment Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, qui est favorable à une frappe contre leur ennemi de toujours. Il aimerait bien d'ailleurs que les Américains obligent les Iraniens à arrêter leur programme nucléaire. Mais pas que. Il voudrait s'intéresser aussi à leurs missiles balistiques et au financement des groupes armés dans la région. Pour le moment, Donald Trump continue encore d'écouter le camp des contres. Parmi eux, on va le voir en image, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, le vice-président J.D. Vance, qui a fait part de ses inquiétudes, ou encore les envoyés spéciaux Steve Witkoff et Jared Kushner, qui devraient d'ailleurs partir tous les deux dès ce soir direction Genève pour un nouveau round des négociations avec les Iraniens. Trouver un accord, ça la permettrait à Donald Trump de sauver la face, de se présenter comme le faiseur de paix qu'il souhaite être. Encore faut-il que les Iraniens cèdent. Il l'a avancé lors de son discours sur l'état d'union de cette nuit. C'est lui qui met fin aux guerres. On peut l'écouter. En 10 mois, j'ai mis un terme à 8 guerres, y compris
au Cambodge. Au Cambodge, entre le Cambodge et la Thaïlande, entre le Pakistan et l'Inde. Ça aurait été une guerre nucléaire, 35 millions de morts, m'a dit le Premier ministre pakistanais s'il y avait une guerre, si je n'étais pas intervenu. Le Kosovo, la Serbie, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Congo et le Rwanda, et bien sûr la guerre à Gaza, qui continue à un niveau très très bas, mais très très bas. Il faut remercier Steve Witkoff et Jared Kushner pour votre aide, tous les deux. Merci à vous. On a du mal à savoir s'il y croit vraiment à tout cela, Donald Trump. Mais paradoxalement, dans le contexte actuel et ce qui est en train de se passer au large des côtes iraniennes, on est exactement dans ce qui est l'essence de la doctrine du président des États-Unis. Il l'a répété pendant sa campagne alors qu'il était candidat, il l'a dit et répété après aussi, la paix par la force, cette force et cette armada américaine qui va peut-être pousser les Iraniens à trouver un accord avec les États-Unis. La suite du prochain épisode, vous l'avez dit Claire tout à l'heure, c'est demain à Genève. Mais est-ce que, pour voir les choses différemment, est-ce que ça fonctionne malgré tout ? Alors, ça, c'est pas ce qui s'est passé dans les fameuses 8 guerres dont il parle, Donald Trump, les 8 guerres auxquelles il aurait mis fin. Tout ça est un peu illusoire par ailleurs, mais oui, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner parce que le régime iranien est fragilisé. Il y a une contestation intérieure depuis des années, on l'a vu au mois de janvier avec des manifestations terribles et la répression de ces manifestations. Et ils sont pas fous. Ils veulent rester au pouvoir. Il faut qu'il reste au pouvoir. C'est un système. Le régime iranien est aussi un système de prédation de l'argent et des capitaux qui rentrent, de la vente du pétrole. C'est pas que Khamenei et son entourage, c'est l'intégralité des places d'Aran qui gagnent énormément d'argent avec ce système. Donc ils veulent rester au pouvoir. Donc s'ils peuvent gagner 1 an, 2 ans, 10 ans, pourquoi pas ? Ça peut fonctionner. Et la présence de ces armadas américaines autour d'eux leur montre de toute façon que il y a la possibilité de cette guerre. Donc ça peut fonctionner, et le fait est que depuis quelques semaines, je crois que c'est la 6e réunion, c'est ça, demain à Genève, je crois, sous auspices des Omanais, qui sont toujours ceux qui arrivent à faire parler généralement les Iraniens. Cette 6e réunion sera peut-être la bonne. Enfin, c'est difficile de dire l'espérer, parce que elle se présente sous de bons auspices, disent les Iraniens ce soir. Alors c'est de bonne guerre, mais en arrivant. 3e round, pardon. Ouais, j'en avais vu le double. Ouais. Donc voilà, le 3e round de négociations, mais c'est déjà en quelques semaines, il y a déjà eu 3 rounds de négociations alors que les canaux étaient quasiment coupés. Donc on peut estimer que cette technique de Donald Trump pourrait fonctionner. Après, il est peut-être aussi allé beaucoup trop loin dans la présence militaire dans la région, et que faire de tous ces avions, de tous ces bateaux, de ces écoutes, de ce renseignement. Les Israéliens qui, encore une fois, il ne faut pas oublier l'importance israélienne dans ce dispositif. Benjamin Netanyahou a fait son retour en politique sur la menace iranienne en disant on ne peut pas avoir un État d'Israël en sécurité tant que l'Iran est une menace à côté. Et Netanyahou n'est pas si proche que ça de Donald Trump, mais a beaucoup de relais au sein de la Maison-Blanche. En fait, quand on décrypte les raisons pour lesquelles les Américains hésitent, ou en tout cas discutent encore, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Claire à l'instant, mais quand on le décrypte différemment, concrètement, politiquement, on veut mettre les alliés du Moyen-Orient sont plutôt hésitants pour des questions liées évidemment aux ripostes potentielles. La deuxième question, elle est tactique. C'est justement les ripostes potentielles des Iraniens. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? C'est très compliqué parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la densité de missiles iraniens est très forte. Troisième point, qui est fondamental, une des leçons de juin, c'est quoi ? C'est que les Israéliens ont consommé une grande partie de leurs munitions anti-aériennes, anti-missiles. Donc ils ont été capables de le faire sur un petit pays comme Israël. Vous imaginez la charge pour les Américains d'assurer une protection globale de l'ensemble du système du Moyen-Orient, quasiment de la Syrie, Oman, enfin l'Arabie Saoudite, aller jusqu'à Oman, c'est considérable. Donc il faut des moyens énormes. D'où la dernière partie qui est un peu technique, c'est la question des munitions, qui est abordée par le chef d'état-major des armées, qui dit on a un problème de munitions. Évidemment, ils ont un problème de munitions et de lanceurs, ils ont un problème de matériel, s'ils veulent assurer cette sécurité-là. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont intégré le fait qu'ils avaient une impossibilité à défendre totalement et correctement l'ensemble du Moyen-Orient
Moyen-Orient. Et donc, en fait, politiquement, il a retourné un petit peu sa veste, ou en tout cas son angle de tir, en ciblant sur le nucléaire. Ce qui veut dire quoi? Qu'effectivement, comme le dit Lucas à l'instant, si dans les discussions, il y a un espoir, ou en tout cas, il y a un message émis par les Iraniens comme quoi ils renonceraient définitivement, en tout cas pour un certain temps, à l'armement nucléaire, à ce moment-là, je pense que Trump pourrait accepter, considérerait cette solution, en tout cas cette option, comme une victoire. Et je rappelle que, selon le Financial Times, qui cite ces renseignements israéliens, les États-Unis auraient une capacité suffisante pour une attaque intensive de 4 à 5 jours, puis pour une attaque modérée d'environ 1 semaine, et puis c'est tout. Ils ne pourraient pas supporter dans l'ordre actuel des choses une attaque de plusieurs semaines visant à détruire l'ensemble de l'infrastructure de défense, que ce soit balistique ou nucléaire, en Iran. La situation militaire dans le détroit d'Ormuz des États-Unis attendent toujours des renforts. Les Iraniens continuent de préparer une éventuelle riposte. Xavier de Giacomoni, vous êtes sur place depuis quelques jours pour LCI et TF1. Est-ce que les exercices militaires iraniens dont vous nous parliez hier sont toujours en cours ? Alors en fait, les Iraniens font des exercices militaires quasiment tous les jours. Aujourd'hui, ils en ont fait un sur un tout petit îlot, une petite île de 12 km² qui s'appelle Abu Moussa, qui est la plus au sud par rapport à l'Iran, juste à l'entrée du détroit d'Ormuz, dans le golfe Persique. Une île d'ailleurs qui est disputée avec les Émirats Arabes Unis. Les Émirats aimeraient bien la récupérer, elle était à eux jusqu'en 1971. Et sur cette île, ils ont disposé, comme d'habitude, des missiles pour menacer le détroit d'Ormuz, des drones, ils ont simulé des attaques. Et dans le désert, ils ont aussi simulé des attaques sur les bases aériennes américaines dans les différents pays du Golfe, là avec des missiles beaucoup plus puissants, des images que ce complet a diffusées toute la journée quasiment la télévision iranienne. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'elles ont été tournées, mais en tout cas, les Iraniens veulent montrer qu'ils ont les moyens de faire mal aux Américains et notamment qu'ils ont les moyens d'empêcher le trafic dans le détroit d'Ormuz. Vous savez que plus de 20% du pétrole de la planète, essentiellement vers l'Asie d'ailleurs, passe par le détroit d'Ormuz. Les Iraniens peuvent l'immobiliser pendant plusieurs jours, soit en coulant des pétroliers, soit en les prenant en otage. Anecdote assez particulière, on en a parlé hier d'ailleurs. Il y avait aujourd'hui dans le port de Kassab, où je me situe à Oman, à l'entrée du détroit d'Ormuz, un bateau de croisière, un paquebot avec à peu près 2000 passagers. Il est ce soir à Mascate, il va repasser le détroit d'Ormuz demain. Imaginez si les Iraniens s'en prenaient à ce genre de navire. Merci Xavier, merci à Bogdan pour les images. Merci beaucoup à tous les deux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend par des fuites, par des éléments rapportés de proches de Donald Trump, et bien que le président américain est de plus en plus frustré eh bien, par les limites de l'option militaire présentée par ses conseillers. Voilà ce que des sources proches de Donald Trump disent à la chaîne CBS. Vous parliez tout à l'heure, Claire, de ces clans qui s'opposent, les pros, les anti. Qui, aujourd'hui, a la main ? Je pense que le seul qui a vraiment la main, c'est Donald Trump. C'est très intéressant parce qu'à Washington, il y a eu beaucoup de fuites cette semaine et c'est quelque chose d'assez calculé. Je pense qu'il y a quand même une bataille en interne. Je pense qu'il n'y en a pas un qui a la main aujourd'hui. Parce qu'on entend, oui, effectivement, que J.D. Vance est en théorie contre une frappe sur l'Iran, mais en même temps qu'il parle du fait qu'à un moment, pour la dissuasion américaine et pour être pris au sérieux, il faut aller au bout de ces prises de position. C'est pas aussi évident que ça, et ça ramène à cette question, est-ce que Donald Trump a encore décidé ? Et il y a encore beaucoup de débats. Et quelle est la solution après ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe le jour d'après ? Et je pense que dans les hésitations qu'il y a aujourd'hui beaucoup autour de Donald Trump à Washington, c'est le fait que, on le sait bien, les Américains ne sont pas des grands spécialistes de la préparation du coup d'après. Or, il y a eu, souvenez-vous, en janvier, début février, l'espèce d'hypothèse Pahlavi, tout d'un coup, qui émergeait, donc le fils du dernier Shah d'Iran, qui aujourd'hui est une option qui semble avoir été complètement écartée, aussi faute de soutien réel à l'intérieur même de l'Iran. Et puis, ils n'ont personne. Donc, c'est ça aussi qui est en train de se jouer. C'est que pour que l'opération militaire ait la moindre chance de succès, il faut que les spécialistes du renseignement américain et israélien sachent quelles vont être les têtes qui vont émerger et ceux qui auront
éventuellement le courage de sortir pour dire je suis capable de remplacer, de faire tomber Khamenei. Pour l'instant, il n'y a personne. La plupart des opposants ont été réduits au silence ou sont en prison. Ceux qui parlaient ou qui avaient l'habitude de parler ont peur. Et donc il n'y a pas de réelle solution politique. Ça veut dire s'engager dans un conflit long, sans solution politique derrière. Xavier nous disait que des exercices militaires se poursuivent dans la région, exercices militaires iraniens, ça c'est le côté on est là, on vous attend. Il y a aussi la diplomatie iranienne qui fait part à travers la voix du président ce soir de son optimisme avant la réunion de demain à Genève entre Américains et Iraniens. Et puis il y a ces Iraniens aussi qui titillent, qui se moquent des Américains pour ne pas montrer leur faiblesse. Vous vous souvenez de Steve Witkoff disant je ne veux pas employer le mot frustré parce qu'il sait qu'il a de nombreuses alternatives, mais il s'étonne, Donald Trump, de savoir pourquoi les Iraniens n'ont pas capitulé. Eh bien, les Iraniens, ils ont répondu, voilà ce qu'ils disent, curieux de savoir pourquoi nous ne capitulons pas, parce que nous sommes Iraniens. Voilà leur réponse. Mais il précise aussi, un accord est à portée de main. Nous avons une occasion historique de conclure cet accord sans précédent qui prenne en compte les préoccupations et les intérêts communs. Un accord est donc à portée de main, mais seulement si la diplomatie est privilégiée. Ils ne baissent pas la tête, les Iraniens. Ils ne se laissent pas impressionner, quelle que soit leur capacité militaire ou la réalité de leur possibilité de riposte. Ils ne se laissent pas impressionner par les porte-avions américains, par le déploiement aérien dans la région. Mettons-nous à la place de Trump. Et face à lui, il a un Iran qui est appauvri par les sanctions depuis quasiment 47 ans. Le deuxième point, totalement affaibli. Je vous rappelle qu'un exemple, en termes de défense antiaérienne, les Iraniens n'ont que des S-300 et pas des S-400. Ils ont le modèle qui date d'il y a 25 ou 30 ans des Russes. Et les Russes n'ont jamais délivré le S-400, qui est le dernier modèle de missiles antiaériens. Le troisième point, c'est que c'est un État qui est affaibli. Affaibli par quoi? Et puis qui est isolé. Isolé, il a plus ses proxys. Et puis son allié russe, bon, il y a quelques rodomontades, il ne se passe pas grand-chose. Donc en fait, le décor est plutôt extrêmement favorable. Le problème, c'est les guerres asymétriques. Dans une guerre asymétrique, c'est le fort qui prend le risque. Et Trump, il sait bien que si la peinture du porte-avions, Gerald Ford est rayée demain matin, ben, il aura perdu la guerre. Au-delà du fait qu'effectivement, il n'y a peut-être pas de solution politique de court terme et qu'il ne l'a pas. Donc, et ses conseillers doivent lui dire, écoutez, on va procéder à minima, on va faire une première bordée, parce que en étudiant la guerre en Irak ces temps-ci, puisque c'était nécessaire, on découvre que les Américains, lorsqu'ils déclenchent un tir comme ça, c'est des bordées de 500 missiles. Il en faut donc 2, 3, 4 bordées, ça peut durer une semaine, 10 jours, 500 missiles à chaque fois. Je parle des Tomahawk, c'est considérable. Donc il faut des stocks énormes, il faut des tonnes de bateaux. Et est-ce que la contenance des bâtiments, des bateaux de guerre américains peuvent contenir autant de missiles? Je ne suis pas sûr que les États-Unis, pardonnez-moi, ces chiffres datent d'il y a quelques mois, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient plus de 6 ou 7 000 Tomahawk en réserve. Non, mais justement, c'est ça. C'est tout le problème. Quand on parlait justement pour l'Ukraine des Tomahawk, des Patriotes, tout le monde se moquait des Américains qui disaient qu'il n'y en avait pas assez, mais il n'y en avait pas assez. C'est un véritable problème si on veut faire une véritable guerre contre l'Iran au Moyen-Orient. On est face aujourd'hui, et il y a beaucoup de documents de congrès aussi des autorités américaines en disant on ne produit pas assez. On en parle en Europe, on n'en parle pas aussi. C'est le ministère de la Défense d'ailleurs qui avait demandé en urgence de débloquer 30 milliards de dollars au Congrès l'année dernière, justement pour acquérir des missiles, des intercepteurs, en disant attention, on va arriver au bout. Et a priori, d'ailleurs, tout n'a pas été débloqué. Et on sait qu'au bout de 12 jours d'opération en Israël, très rapidement, ça s'est aussi arrêté parce qu'il y avait un problème de munitions. Ouais. Exactement. Oui. Exactement. Et puis il y a une autre différence, si je peux me permettre, avec 2003, colonel, parce que moi j'étais là-bas à ce moment-là, c'est que l'armée irakienne, était en pleine débandade. C'est-à-dire que quand les forces américaines avançaient avec les Britanniques et un certain nombre d'autres nations dans le désert, les forces irakiennes ne se battaient pas. Mais je parle de la frappe initiale. Oui, bien sûr, mais c'est pas du tout ce qu'on imagine de ce qui va se passer des passes d'Aran. Claire Cambier. Oui, je veux juste un point sur les propos de Steve Witkoff. Ça montre aussi la faiblesse quand même en termes de diplomatie. Pour un diplomate, parler de capitulation quand on essaye de négocier avec un pays étranger, c'était quand même assez malvenu. Ouais, c'est un ultimatum, c'est le cœur du problème. C'est pas une négociation. On va rejoindre notre correspondant, notre journaliste en Iran, Siavosh, est sur place, il est connecté, me dit-on, correspondant pour France 24 à Téhéran. Merci d'être avec nous. Pardon, mais la population iranienne, est-ce qu'elle attend toujours le président américain, comme c'était le cas il y a quelques semaines ?
Non, les avis sont très partagés. Il y a tout d'abord une partie de ceux qui ont participé aux manifestations qui espéraient une intervention américaine qui n'est pas venue. Et donc peut-être qu'ils espèrent toujours une intervention américaine. Mais pour l'instant, la situation est calme à Téhéran et dans le reste du pays. Et puis il y a une crainte importante d'une déstabilisation, d'une guerre qui pourrait faire de nombreuses victimes, déstabiliser le pays, provoquer des dégâts considérables sur les infrastructures iraniennes. D'autant plus que le président Trump avant-hier a déclaré que s'il n'y avait pas d'accord, l'Iran passera un mauvais jour, mais aussi malheureusement les Iraniens passeront un mauvais jour. Donc on est passé de l'annonce de l'aide qui allait arriver à l'annonce de mauvais jours pour les Iraniens. Donc cela fait craindre donc une attaque américaine. Et puis il y a ceux qui ne croient pas à une attaque en disant que finalement l'Iran est en train de faire suffisamment de concessions pour éviter la guerre. C'est un sentiment que beaucoup de gens que j'ai interrogés partagent en disant que finalement il y aurait un accord, même dans un premier temps sur le dossier nucléaire, et puis ensuite il peut y avoir d'autres discussions sur le programme balistique ou la politique régionale de l'Iran, comme cela a été dit par le ministre iranien des Affaires étrangères, qui a demandé au président Trump de ne pas rater cette occasion historique de conclure un accord sans précédent entre l'Iran et les États-Unis. Merci beaucoup, Siavosh Ghazi, correspondant RFI et France 24 à Téhéran. Vos informations sont toujours précieuses. Ce que l'on voit derrière vous, c'est encore plus précieux presque. C'est-à-dire le quotidien, chaque soir, à Téhéran, des voitures, ces embouteillages, cette ville qui est parfois très embouteillée, Téhéran. C'est la vie, la normalité de la vie que l'on voit derrière vous. Merci beaucoup, Siavosh. On n'est pas dans un moment où on se prépare à des frappes. C'est pas comme ça que ça se passe généralement quand il y a ces risques-là. On va traverser la planète, si vous le voulez bien, pour se rendre à Washington, retrouver Sonia Adredi. On parle de ce troisième round de discussion entre Américains et Iraniens. Ce sera demain à Genève. Qu'est-ce qu'on peut en espérer? Et je parlais aussi du côté américain. Oui, alors selon plusieurs sources proches de la Maison-Blanche, Donald Trump attend vraiment le retour, l'opinion de ses envoyés spéciaux à Genève pour discuter avec les Iraniens. Donc côté américain, il y a Jared Kushner, son gendre, et Steve Witkoff, son envoyé spécial. Il attend leur retour pour savoir si la République islamique est sérieuse lorsqu'elle parle de négociations, pour essayer d'avoir leur avis sur le fait de savoir si l'Iran bluffe ou pas. Donc en tout cas, ce sera une journée importante et Donald Trump l'a dit hier encore dans son discours, il n'a pas encore entendu les mots magiques, les mots secrets qu'il attend, c'est-à-dire que l'Iran dise qu'elle ne veut pas se doter de l'arme nucléaire. Donc on sent qu'il donne encore un peu le temps à la négociation et donc ce sera une journée cruciale pour l'administration américaine.